Bonjour Pascal Robert. Je m'appelle Michel Gilou, je suis responsable de l'activité d'édition logicielle de lecture automatique de documents de Vocapost. Et Pascal Robert, je suis en charge du pôle automatisation et robotisation. Donc, ce webinaire aujourd'hui concerne l'accélération des back-office. On va notamment parler des technologies qui permettent d'accélérer le back-office dans les parcours clients. Les parcours clients aujourd'hui, on entend aujourd'hui par parcours client, qui va accompagner ce webinaire, des interactions entre des entreprises ou des administrations, donc c'est client en sens large, dans le cadre de processus où, par exemple, un client veut souscrire un contrat auprès d'une assurance, un client veut faire une réclamation auprès de son fournisseur d'Internet, etc. Ce qu'on constate aujourd'hui quand on regarde ce domaine, c'est que de plus en plus, les clients ont tendance à avoir besoin de choisir leurs médias, pas seulement s'adresser à une entreprise par le papier, mais utiliser leur mobile, utiliser Internet. Les clients aujourd'hui sont habitués à avoir de la technologie autour d'eux de manière très très efficace et attendent que cette technologie se retrouve dans les parcours clients et permette d'accélérer ces parcours. Ils veulent de la simplicité, évidemment, ils veulent de la rapidité, de la pertinence et ils veulent pouvoir entrer dans ces parcours à tout moment, de partout. Donc c'est une des contraintes que doivent respecter les nouveaux parcours clients. Le sujet de notre webinaire aujourd'hui, c'est de voir comment la technologie peut résoudre ces problèmes et apporter des solutions aux attentes des clients. Alors derrière ça, il y a des enjeux pour les entreprises et pour les administrations qui doivent mettre en place ces parcours. Quand il s'agit d'entreprises, il y a éventuellement des pertes d'opportunités. On peut avoir des parcours clients qui sont suffisamment longs, suffisamment complexes pour que donc je reviens aux enjeux. Donc des difficultés en termes de clients qui peuvent abandonner un parcours et donc clairement pour l'entreprise qui met en place ce parcours, elle peut perdre un client pendant que ce client est en train de suivre le parcours. Il y a évidemment un enjeu de coût et le fait que le client veuille choisir son type de parcours, son canal, et c'est lui qui va quelque part déterminer le coût. Donc suivant le canal qu'il va choisir, le coût peut être variable d'une manière très sensible. Et puis enfin aujourd'hui, on connaît tous des parcours clients qui reposent beaucoup sur les moyens humains, sur des instructions de dossiers, sur des opérateurs. Et ce qu'on attend de la technologie, potentiellement, c'est qu'elle permette non seulement de réduire le nombre de moyens humains, mais surtout par là même de permettre d'accélérer et d'avoir une plus grande réactivité. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est par exemple ce qu'annonce le Gardien Group, c'est que dès 2020, 85% des parcours clients se feront sans intervention humaine. D'où la nécessité d'injecter de l'automatisation, et c'est le sujet de ce webinaire. Bon. Et on va juste prendre un cas d'usage que nous avons tous pu appréhender quand, décidément. Voilà, juste un cas d'usage que nous avons eu tous l'occasion d'appréhender pour faire des prêts à la consommation, mais je pourrais très bien remplacer le crédit à la consommation par un crédit immobilier ou une autre démarche vers un organisme quelconque. Nous sommes passés il y a quelques années pour une instruction qui était dans la durée et exclusivement papier, et parfois même qui durait pas mal de temps, puisqu'on commençait par prendre contact, puis ensuite on nous demandait de regrouper certaines pièces que l'on fournissait par courrier papier. Ensuite, il y a eu des phases d'industrialisation, mais toujours basées sur des flux papier, c'est-à-dire que des centres, des usines, quasiment back-office, se sont créés pour traiter ces fonds. Mais n'empêche qu'il y avait une phase bien distincte entre la mise en relation avec le client ou pour une affaire quelconque et le regroupement des pièces, la collecte des pièces, le traitement de ces documents et ensuite la validation des dossiers. Et maintenant, on est tombé dans cette démarche numérique qui est un peu comme un terme à la mode, une disruption de toutes ces phases qui étaient avant indépendantes, où tout devient mélangé. Au moment où je rentre en contact, j'ai ma pièce d'identité, j'ai un justificatif qui est soit dans mon smartphone parce que je l'ai sur moi, soit dans un coffre-fort auquel je peux donner l'autorisation d'accès, soit je fournis certaines pièces de documents à partir d'un média et puis après à partir d'un autre périphérique pour compléter l'information. Donc vous voyez que cette démarche, le consommateur que nous sommes a complètement changé ses habitudes et nous devons, nous en tant qu'industriels, nous devons absolument suivre, et pourquoi pas devancer, puisque c'est souvent le consommateur qui, via ces périphériques qui sont très modernes maintenant, nous fait aller plus vite, mais nous devons répondre à ce besoin d'agilité sur tous ces sujets. Et donc là, nous, dans nos process industriels, nous avons
essayer de scinder toutes ces étapes en 3 grosses opérations qu'on va vous décrire. Et on va également vous décrire quelles sont les difficultés de ces opérations et les solutions que nous envisageons à la fois dans nos unités de R&D et dans nos ateliers de back-office, dans nos usines back-office. Alors effectivement, on va vous proposer d'analyser les back-office en termes de parcours client selon 3 étapes principales. Ces étapes principales, ce sont la capture de l'information, la compréhension de cette information et l'exécution d'un acte métier qui suit cette capture et cette compréhension. Alors par capture, ce qu'on entend principalement, c'est tout ce qui va permettre d'identifier le client qui s'adresse à l'entreprise, c'est classer l'information qu'il va fournir, si possible de manière automatique, c'est valider le fait que l'information qui a été fournie, elle est authentique, elle est intègre, elle est complète. En matière de compréhension, c'est une fois qu'on a capturé l'information nécessaire et qu'on s'est assuré qu'elle a été complète, c'est analyser la demande pour comprendre de quoi il s'agit, vérifier un peu plus loin la complétude de ces informations parce qu'on va pouvoir bénéficier d'informations complémentaires qui sont dans le système d'information, et puis surtout déterminer quelles actions métiers on va réaliser sur la base de ces informations, qui peuvent être des actions comme le fait de réaliser une souscription, comme le fait de renvoyer une information au client sous une forme X ou Y. Et puis au bout de la chaîne, il va falloir exécuter une action. C'est là qu'il va principalement y avoir une relation avec un système d'information métier en particulier. Et puis c'est éventuellement produire une information en retour au client, lui envoyer un contrat, l'assurer que l'acte qu'il a demandé a bien été réalisé. Alors, le sujet de cette présentation aujourd'hui, c'est d'essayer de vous expliquer comment dans ces 3 catégories, on va pouvoir apporter la technologie et apporter l'automatisation pour avoir un parcours le meilleur possible, le plus optimisé possible, pour qu'il soit agréable, efficace pour le client qui le suit. Voilà, sachant que pour chacune de ces grosses opérations qui couvrent la globalité du périmètre des instructions back-office, il y a des sujets de réactivité, de productivité et de ROI, que ce soit pour un industriel que nous sommes ou pour les clients. Et nous avons essayé de voir les problèmes auxquels nous étions confrontés, comment on essaie de les résoudre et comment on essaie de fluidifier les échanges entre toutes ces opérations. Alors encore une fois, si on regarde ces 3 catégories, ces 3 étapes principales et ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de parcours clients, bien, si on fait un focus sur la capture, on s'aperçoit d'abord que la demande de pouvoir utiliser les médias, qui est le choix du client, pose des problèmes en termes d'indépendance des canaux. Dans une approche multicanale, selon qu'on utilise du papier, selon qu'on utilise une entrée par mobile, ou un chargement de pièces justificatives par Internet, ou que l'on utilise du mail, on peut avoir des parcours qui vont être très différents, ne serait-ce que parce que le média d'entrée est même différent. Et la différence, elle peut venir du fait que la réactivité ne va pas être la même, le fait que l'on n'est pas capable, dans le parcours en question, de tirer parti du média d'entrée de la même manière, que le degré d'automatisation va être différent selon qu'on on s'adresse, encore une fois, avec du papier, avec du mobile, avec de l'Internet, avec du mail. Ouais. Pour l'étape suivante, que nous on qualifie la compréhension du document, l'histoire de cette opération, c'est en gros le gestionnaire d'un industriel ou le gestionnaire du client qui lit les documents. Comprendre, ce n'est pas dire simplement cette pièce est une pièce d'identité, cette pièce est une fiche de paie ou un justificatif d'adresse. Comprendre, c'est de savoir, quand je reçois un pli composé de documents hétérogènes comme ces derniers, de savoir quels sont les actes de gestion nécessaires pour que je puisse couvrir l'opération. Je peux demander la construction d'une nouvelle carte bancaire, je peux faire d'autres opérations de ce style-là, et ce n'est pas indiqué dans la simple composition du dossier par la simple catégorisation des pièces. Il faut comprendre l'intégralité, c'est après l'opération de capture. Et donc essentiellement, ça, c'était jusqu'alors les gestionnaires, que ce soit du client ou des industriels à qui il a mandaté pour effectuer ces opérations, qui effectuaient une lecture croisée des composants d'un dossier ou d'un pli qui était remis, pour pouvoir décider quelles étaient les actions à faire
pour alimenter les systèmes d'information. Et là, on entre dans l'opération d'exécution, pour alimenter les systèmes d'information, ou d'ailleurs les multiples systèmes d'information, que ce soit des ERP, et d'autres systèmes tiers pour fabriquer des choses ou ordonner des choses, d'ailleurs à d'autres organismes. Et donc essentiellement, ces choses se faisaient de manière bien distincte à la fois dans le temps et même par des organismes différents. Et donc là, ça fait partie des difficultés, ça fait partie des cloisonnements auxquels le consommateur n'est plus prêt à accepter ou à attendre, parce que comme le disait Michel tout à l'heure dans son introduction, si je n'ai pas une réponse immédiate, je prends mon appli, l'appli d'une autre banque, l'appli d'un autre prestataire, et je change, parce que lui, il va savoir me répondre oui ou non, très rapidement, à mon besoin, qui est d'acheter cette télé grand écran, qui est, je ne sais trop, comme autre bien de consommation, qui me vient à l'esprit. Donc là, nous avons pu constater que le cloisonnement en silo de ces opérations est un frein à la fluidification et au traitement de ces dossiers. Donc là, on va vous montrer quelles sont les actions à la fois techniques et même organisationnelles pour améliorer et fluidifier ces échanges. Allez. Alors, on passe au slide suivant. Oui, quand il veut. Donc voilà, on a mis un terme chapeau qui est Smart Automation, qui est peut-être un terme réservé. En tout cas, pardon pour l'usage de termes anglais, on peut parler d'automatisation intelligente. En tout cas, il s'agit d'injecter l'automatisation dans les 3 étapes qu'on est en train de décrire. Encore une fois, si on fait un focus sur la partie capture, et pour faire écho aux difficultés que j'ai signalées tout à l'heure, on va essayer d'injecter de l'automatisation de manière à ce que l'ensemble des canaux puissent bénéficier de cette automatisation, de manière à peu près équivalente et en apportant une qualité de capture et une complétude des informations qu'on peut extraire par capture automatique équivalente. Donc, classiquement, on a beaucoup travaillé, c'est caché de Capos, sur l'extraction d'informations à partir de papier numérisé. Les technologies d'aujourd'hui, elles permettent, grâce à leur progrès, d'extraire des informations sur des pièces, sur des éléments qui auraient été fournis par mobile, et notamment des pièces qui auraient été photographiées, flashées par mobile. Et c'est le cas aussi de pièces justificatives qui auraient été uploadées sur un portail Internet et qui elles-mêmes auraient été obtenues par scan chez un particulier, par flashage par mobile, ou voir une pièce qui aurait été numérisée par un tiers. Et puis c'est le cas aujourd'hui aussi des mails, sur lesquels on a des technologies qui permettent de capter les mails, de capter les pièces jointes de manière automatique, d'accès à l'information. Voilà. L'idée, c'est qu'on extrait tout ça de manière la plus automatique possible et qu'on passe à une étape qui va consister à comprendre ce qu'on a extrait. Voilà. Donc, Michel indiquait que pour la capture va ne plus se soucier du canal à laquelle le client ou l'usager va envoyer les pièces. On lui demande des informations, on lui demande des documents, et bien il va les chercher là où il les trouve de manière immédiate, sans passer par une étape, soit reproduction papier, soit autre. L'agilité, le moyen le plus rapide, le plus immédiat pour envoyer les documents. Et ces documents, on essaie de les rendre intelligibles. Les rendre intelligibles, c'est de dire ce que c'est et d'en extraire quelques informations. Et nous n'avons pas tout fait, nous n'avons pas compris ce que demandait forcément le client. Là, l'objectif, c'est de dire, j'extrais toutes les informations, bien évidemment, et en plus, j'essaie de comprendre ce que le client me demande. Peut-être qu'il peut me demander ce qu'on appelle communément des actes de gestion, d'ailleurs. Il me demande peut-être des choses complexes, des choses multiples, en me joignant dans son team, dans l'équipe back-office, en me joignant d'abord son courrier, il me raconte sa vie, et puis il peut également me dire, je vous joins en plus de cette opération que je vous demande, j'en profite pour vous dire que j'ai changé de banque, j'en profite pour dire que j'ai également changé d'adresse. Et donc on doit également interpréter ces informations, comprendre ces informations, pour en déduire un certain nombre d'actes de gestion qui, là, font notre entrée dans le métier du client, dans son métier pour décider d'actions diverses, décider d'actions automatisables, autant faire se peut, pour alimenter un système d'information, donner des ordres à un système d'information, typiquement générer une écriture comptable, générer un mouvement, générer une fabrication quelconque, générer la création d'un document quelconque vers le client, de manière automatique pour peu qu'on ait bien compris ce qu'il demandait. Tout ça par des phases automatiques. Automatique dans la compréhension et automatique aussi pour aller chercher les informations
qui ont été comprises pour aller les injecter dans un système d'information. Alors l'étape d'après pour l'exécution, c'est peut-être aussi, on va en parler plus tard, un échange, j'allais dire, automatisé dans le sens automate du terme, entre plusieurs systèmes d'information de générations différentes qui ne savent même pas ce que c'est qu'un web service ou qu'un échange de format structuré via une norme quelconque. Voilà pour le sujet Smart Automation. Alors, ce qu'on vous propose dans la suite, c'est de voir plus en détail sur chacune de ces étapes les technologies, les portefeuilles technologiques, et notamment ceux dont nous disposons qui permettent d'apporter un certain degré d'automatisation. Alors, par exemple, en matière de capture, si on regarde la capture, en arrière, oui, parce que là, il y a eu un effet retard. Voilà. Si on regarde l'état de capture, si on détaille un peu par canal, typiquement, dans le canal papier, on peut avoir des courriers dont parlait Pascal, on peut avoir des lettres manuscrites. Et bien aujourd'hui, il faut savoir qu'on a des technologies pour extraire de l'information de manière très automatisée sur ces pièces-là. On peut, en amont de ça, de manière très automatisée aussi, être capable de classer automatiquement des images de documents pour savoir à quel type de document on a affaire, si c'est un document courrier, si c'est un justificatif de quel type, un justificatif de domicile, une pièce d'identité. On peut avoir, au-delà de la capture simplement de l'écriture, la faculté de comprendre ce qui est dit par de technologies d'interprétation de langage naturel, de natural language processing. On a, au bout de la chaîne, en matière de papier, la possibilité sur certains types de pièces qui font foi vérifier leur authenticité. On peut penser aux EDDoc, mais il y a d'autres moyens aujourd'hui de vérifier l'authenticité de certaines pièces. On a, grâce aux nouvelles technologies, la possibilité de faire ce genre de traitement que l'on fait d'habitude pour le papier, sur des canaux nouveaux, comme on l'a dit. Alors en matière de mobile, on a une capacité d'extraction, de classification. Par exemple, on peut avoir des parcours mobiles où on ne va pas solliciter le client pour indiquer la pièce qu'il est en train de tâcher, mais la technologie va permettre automatiquement de dire c'est cette pièce, c'est une pièce d'identité, c'est un passeport, c'est un justificatif de domicile que le client a tâché, et donc alimenter le dossier de manière adéquate. C'est la même chose avec des courriels, et notamment la PS1, qui peuvent être elles-mêmes des images de documents. On est capable évidemment de capter automatiquement les courriels, de structurer ces courriels en utilisant les pièces jointes. Mais ces pièces jointes, on peut les classer de manière automatique. On peut éventuellement produire des réponses automatiques, ce qui est intéressant en matière de mail. Une fois qu'on a compris le contenu du message, la caractéristique des mails par rapport à des courriers papier où les gens, comme disait Pascal, racontent leur vie. Et sur un mail, on va avoir quelques lignes, quelque chose d'assez similaire, et il va falloir faire sens. Et la technologie le permet aujourd'hui de manière automatique. Donc, c'est cette technologie, ce portefeuille de technologie que l'on utilise chez Locapost, qu'on essaie de mettre en œuvre dans un certain nombre d'opérations de parcours client. Je vois une question là qui nous interroge comment automatiser les différentes pièces justificatives. C'est assez, j'allais dire, le point positif là-dedans, c'est que vous fassiez un dossier de crédit conso, crédit immobilier ou quelques autres, quand on vous demande un justificatif d'identité, de domicile, de facturation, de salaire et autres, ce sont souvent les mêmes. Et donc, nous avons construit, nous avons nous-mêmes une base documentaire, documentaire, on peut appeler ça comme ça, qui sait traiter les pièces justificatives, qui dit ce document est un passeport, ce document est une pièce d'identité, ce document est une facture d'un fournisseur d'accès Internet, une facture EDF et je ne sais trop. Et nous savons, puisque une fois que nous avons catégorisé le document, nous savons aller chercher les informations qui nous vont bien sur chacun de ces documents. Je ne parle même pas des lignes MRZ sur les cartes d'identité et autres, qui sont des lectures, j'allais dire, je n'ai pas insulté Michel, mais c'est pas de la drape, c'est simplement une lecture, d'ailleurs c'est fait pour ça, hein. Donc c'est pas d'une difficulté énorme. Et nous avons constitué cette base que nous mettons au service de nos projets, et nous regroupons toutes ces informations, nous les améliorons à chaque fois pour pouvoir en améliorer à la fois la précision et la fiabilité, puisqu'on a aussi comme approche de dire qu'une automatisation n'a de sens que si elle est fiable.
Une automatisation qui n'est pas fiable n'a pas de sens. Si elle doit être vérifiée ou autre, il vaut mieux qu'elle ne parle pas, comme on dit. Une automatisation, elle doit être fiable quand elle prend une décision, ce qui permet de rendre certains process complètement passants, puisqu'on fait confiance à l'automatisme. Si d'aventure on ne devait ne plus pouvoir faire confiance à un chaînon automatique, il remet en cause toute l'automatisation de la chaîne d'ailleurs, et tout l'objectif de la chaîne, qui est avant tout, ne nous cachons pas, hein, ce sont des gains de productivité, c'est de la fluidité pour les clients de nos clients, pour l'usager que nous sommes, mais de la productivité, du ROI, pour que ce soit les industriels ou les donneurs. Si on ne fait que de la capture automatique et si on n'a pas l'étape suivante, oui. On va décrire, l'automatisation de la partie à droite qui est exécutée, eh bien on a perdu. Hein. On a extrait l'information de manière automatique et elle tombe quelque part dans un pli où de toute façon il va y avoir un humain dans la boucle pour la traiter s'il n'y a pas d'automatisation. Donc aujourd'hui on a tous entendu parler de RPA, c'est l'acronyme pour Robotic Process Automation, robotisation des processus en mauvais français. Alors le RPA c'est quelque chose d'essentiel dans les parcours clients et dans leur automatisation, mais ça n'est pas tout. C'est essentiel pourquoi? Ça a en effet deux utilisations principales. Une utilisation, on vous a montré des robots devant des écrans. Le premier usage du RPA, c'est pouvoir faire entrer de l'information dans un système d'information, non plus par des opérateurs humains, mais par des processus automatisés, donc des robots. En gros, pour caricaturer, quel que soit le logiciel qui a une interface utilisateur avec un humain, un gestionnaire, doit pouvoir, grosso modo, être adressé par des robots RPA. Quand vous avez du RPA, oui, voilà, c'est faire discuter, faire échanger des systèmes d'information qui potentiellement datent, qui sont de générations complètement différentes, et pour qui, si on demande à des DSI de dire vous pouvez connecter un web service sur ce système d'information, non, pas possible, ou alors posez-moi la question dans 10 ans. Je vois des questions apparaître sur les moteurs RPA que nous utilisons, on va y répondre. Et donc, un des moyens rapides, si on ne peut pas faire dialoguer des systèmes d'information autrement que de dire je suis dans mon écran de droite sur un ERP dernière génération, j'ai mon numéro de client là qui est quelque part, et dans mon truc qui est sur un système assez ancien, mais système central et qui rend bien des services, je ressaisis mon numéro de dossier, mon numéro de client ou autre, et je le remets dedans pour qu'il me sorte ces fameuses vues 360 dont on parle quand on fait la relation client et autres. Et bien là, la RPA peut faire dialoguer, peut fluidifier complètement les échanges entre des systèmes d'information de générations différentes, et de manière complètement fiable, qui plus est. Ça améliore grandement la fiabilité, puisque le robot, lui, il est assez répétitif, mais de manière fiable, alors que nous pouvons, nous, humains, faire quelques anomalies ou maladresses. Donc, une question a été posée sur les outils qu'utilise Decapod. Donc, Decapod a annoncé un partenariat avec Contextor récemment, oui. De manière publique. Et nous avons fait quelques POC avec d'autres, dont Prism, iPice, quelques POC, quelques tests. Nous avons un partenariat privilégié avec Contextor sur ce sujet, et ça avance de manière nominale et très bien. Pascal, pour terminer, on a parlé d'automatisation de l'amont, d'automatisation de l'aval avec le RPA. Oui. Il reste une brique qui doit être automatisée si tout ça doit avoir un sens. Et qui nous semble la brique essentielle. Il faut, comme on le disait tout à l'heure, il faut absolument donner de l'intelligence à tout ce que l'on reçoit de nos usagers pour pouvoir l'interpréter. Parce que si nous avons dit qu'un document était classifié de telle manière, et si nous savons alimenter l'information d'un système d'information de manière robotisée, si nous ne savons pas comprendre ce qu'a demandé nos usagers ou nos clients, nous avons manqué quelque chose dans l'automatisation de la chaîne et dans, globalement, l'observation du gain ou du ROI qui ne s'observe qu'une fois que toutes les opérations sont terminées. Et donc, la compréhension, l'intelligence, la lecture de tout un document est une opération très très lourde qui nécessite de multiples processus d'apprentissage en continu et en long terme. Et il y a des technologies de réseaux neuronaux qui permettent de résoudre ce genre de choses.
Alors, il y a une question intéressante qui a été posée sur le fait qu'on n'ait pas parlé de signature électronique. En fait, c'est parfait parce que ça nous permet de faire la transition avec le webinaire qui suit, qui est la matinale de Capote, le dernier webinaire de la matinée qui porte justement sur la sécurisation des parcours clients, sur tout ce qui est signature, intégrité des données, authentification. Donc, je vous invite à rejoindre le webinaire qui suit. Il nous reste à vous remercier pour votre participation, pour vos questions. Vous savez que vous pouvez revoir la vidéo du webinaire et surtout nous contacter si vous avez des questions plus précises et qui nous permettront de vous répondre de manière un peu plus profonde et détaillée qu'on peut le faire dans le cadre d'un webinaire d'une demi-heure. Impossible d'aller plus long puisque nous devons rendre l'antenne, comme disait un vieux journaliste, dans les minutes qui suivent. Donc merci à vous tous pour vos questions et votre attention.